sur les challenges, il y en a plusieurs, forcément. Quelques-uns que je pourrais prendre. Euh, Premier challenge, je pense pour moi, ça a été d'accepter que je suis 100% français et 100% rwandais. Pourquoi? Parce qu'en France, on me ramène souvent et toujours à mon origine. Ah, tu es français, mais tu viens d'où? Je viens de banlieue parisienne. Mais où? Donc on voit où on veut aller. Et de la même façon, en Afrique, quand tu dis je suis rwandais, il y a quelque chose d'autre. Et finalement, je suis convaincu que je ne suis pas 50-50. En fait, je suis 100-100. Et ça, c'est une force. On passe par une réflexion qui est longue, hein, mais je suis entier dans les deux mondes, dans les deux environnements. Et ça, comment est-ce que je le transforme en force? C'est quelque chose qui est assez intéressant. Donc, je pense que ça, c'est un premier élément. Bon, la deuxième difficulté, c'est aussi travailler avec des personnes qui ont une culture, une expérience, une exposition qui est différente de la nôtre. Donc ça demande au final beaucoup d'humilité. Et malheureusement, c'est pas une vérité générale, mais dans la diaspora, dans les environnements que j'ai pu avoir, on a des personnes qui arrivent avec des idées préconçues, avec une posture aussi de, pas dominant, je sais pas si c'est le bon terme, en tout cas de donneur de leçons, qui très souvent ne passe pas. Donc on va se confronter, on va beaucoup être en conflit avec les personnes du pays dans lequel on est. Donc, bon, ça c'est des choses sur lesquelles il faut s'approcher. Et puis, moi, je pense aussi que j'ai eu un travail aussi personnel. C'est-à-dire, dans tout ce retour-là, dans l'autre personne qu'on rencontre, en fait, il y a la rencontre avec soi-même. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que comment moi, je m'inscris aussi dans cette autre culture que j'ai, qui est dans mes veines, qui est sur ma couleur de peau aussi, qui est dans mes origines. Donc, je pense que c'est vraiment, ouais, c'est quelque chose qui est dual. À la fois personnel, à la fois avec autrui, et à la fois comment on s'inscrit dans cette histoire-là. Donc, c'est quelque chose, un process hein, sur lequel je continue à travailler. Et puis, pour finir, moi, aujourd'hui, je suis dans une entreprise qui recherche l'excellence. Bonjour à tous, bienvenue dans Mesaka. Mesaka qui signifie construire la maison, bâtir la maison en moré. Une initiative qui vise à mettre en lumière les héros du quotidien qui font l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Ceux qu'on connaît parfaitement bien, ceux qu'on connaît moins bien, et qui au travers de leur art, de la culture, de leur travail, du journalisme, de la communication et que sais-je encore, mènent des initiatives incroyables qui méritent d'être connues et d'être portées à l'attention du grand public. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir dans Mesaka Aimé Abizera, CEO du groupe Vivendi Africa au Rwanda. Aimé est diplômé en management et gestion des entreprises à Neoma Business School à Paris. Il a rejoint le groupe Canal+ après ses études où il a évolué pendant 11 ans sur des fonctions variées. En marketing, en développement commercial, en pilotage budgétaire, en stratégie, en management. Il a été récemment nommé Young African Leader en 2021 par la French African Foundation, avant de rejoindre le groupe Vivendi au Rwanda, où il participe depuis 2024 avec ses équipes à connecter le continent africain au très haut débit. Sans trop tarder, bonjour Aimé, bienvenue dans Mesaka. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et nous dire ce que tu fais, comment tu en es arrivé là, avec un peu plus de détails? Merci beaucoup, Emma. Très, très heureux. On a pris un peu de temps hein, pour faire cette interview. Merci encore pour cet accueil. Donc, moi, je m'appelle Aimé Abzera. Je suis rwando-franco ou franco-rwandais, né au Rwanda, grandi au Kenya. Et puis, j'ai fait une grosse partie de ma vie en France dans les études supérieures. Et je suis je suis revenu sur le continent africain depuis 2013, très exactement, donc un peu plus de 10 ans. D'abord au Rwanda, au Burundi, et puis j'ai beaucoup travaillé sur l'Afrique de l'Ouest. Et je suis revenu une deuxième fois sur le continent, et là presque pour de bon, en 2020, pour participer à deux superbes aventures professionnelles, entrepreneuriales, avec le groupe Canal+, d'abord, et aujourd'hui, groupe Vivendi Africa, où effectivement, nous déployons la fibre optique en Afrique et au Rwanda en particulier. Super intéressant. Je l'ai dit un peu en introduction que tu avais également été nommé Young African Leader. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, ce que ça signifie et ce que ça représente aussi pour le continent? Mais merci. Alors, c'est une reconnaissance. On postule, mais en tout cas, c'est une reconnaissance, on va dire personnelle, peut-être pour
ce parcours-là que j'ai eu, un parcours assez dual, parce que j'ai vécu une grosse partie de ma vie en Afrique, une autre partie en France. Donc on est à la jonction de cette histoire-là entre le continent européen, la France en particulier et l'Afrique. Et puis on était un groupe d'une centaine de jeunes dans différents domaines, environnement, sport, la culture, les finances, l'administration publique. Et je pense qu'aujourd'hui, cette reconnaissance nous encourage à continuer à passer à l'action. Je pense que c'est ça peut-être le mot de l'interview aujourd'hui, ce sera comment on passe à l'action. Et donc voilà, beaucoup de fierté. Et puis bon, on va pas se le cacher, ça ouvre un panel ou un carnet sur le continent avec des personnes avec lesquelles je partage des idées, des convictions, une histoire. Et puis quand je suis à Abidjan, si je suis à Dakar, j'ai toujours quelqu'un avec qui me connecter. Donc c'est vraiment plutôt une grande famille à laquelle je vais pu avoir accès, m'ouvrir grâce à la French African Foundation. D'accord. Comment est-ce que tu penses, parce que chez Mesaka, on aime bien parler de briques symboliquement, parce qu'on considère que tout le monde apporte un peu sa brique à l'édifice. Et du coup, j'ai envie de te demander comment est-ce que tu penses que tu impactes directement ou indirectement le continent, d'accord, par tes différentes fonctions que tu as occupées, donc notamment chez Canal+, chez UNV, avec justement la Sonatrach Unique. Voilà, concrètement, pour le continent, qu'est-ce que ça représente? Alors, peut-être qu'il y a trois façons de répondre à cette question-là. Premier élément, dans mon groupe d'amis, beaucoup d'origine africaine, première ou deuxième génération, dont les parents étaient installés en Europe et en particulier en France, j'étais dans les premières à partir. Donc je pense que déjà, ça ouvre des portes quand on a des connaissances, des personnes proches qu'on a connues, avec lesquelles on partage des valeurs, qui décident de retourner sur le continent et qui peuvent peut-être ou véhiculer ou transmettre une image qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas. Ça, c'est peut-être un premier élément, moi, qui m'a beaucoup touché, c'est de me dire, tiens, comment est-ce que de ce que je vois, d'un idéal que je me fais du continent africain ou de mon pays, le Rwanda, comment je passe à l'action, comment j'y retourne. Ensuite, y retourner, c'est très bien sur le papier, mais ensuite, il faut quand même avoir des conditions réunies, ou en tout cas un agenda pour pouvoir y aller. Et là, j'ai eu la chance que les étoiles soient alignées, puisque l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé se lançait sur le continent africain et surtout au Rwanda, puisque je suis rwandais. Et c'est pas n'importe quelle activité. Aujourd'hui, pour moi, la démocratisation de l'accès à l'Internet au débit, en fait, c'est quelque chose qui va euh, accélérer, que ce soit l'éducation, que ce soit la capacité de s'informer. Parce que là aussi, grâce à Internet, on accède à des connaissances qui sont quasiment infinies, créer des opportunités professionnelles. On a du e-learning, donc des possibilités aussi d'étudier, de s'ouvrir au savoir sur des plateformes digitales. Et on ne va plus avoir la barrière géographique ou la barrière financière. Donc ça, c'est quelque chose que moi me parle beaucoup et je répète aux équipes qu'on fait un travail qui, pour moi, peut changer et change des vies au quotidien. Ensuite, c'est des infrastructures. Donc, c'est quelque chose qui, pour le temps, pour la durée, en tout cas, qu'on est en train de créer. Donc, voilà, j'ai vraiment beaucoup de fierté à faire ce que je fais, à faire de la façon dont on le fait dans le groupe. Et le troisième élément, c'est que dans une seule entreprise dans laquelle je travaille, donc GVA pour les sigles Rwanda, on a 99,9% de Rwandais. Et donc, c'est comment est-ce qu'on travaille aussi avec cette jeunesse dont on va peut-être venir à parler, qui construit l'Afrique de demain. Et ça, c'est intéressant parce que je pense qu'on a un imaginaire où on pense que les entreprises internationales implantées en Afrique sont gérées par forcément des internationaux, alors qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises, nous, 90-95% des employés de la force de travail est africaine. Et là, on a aussi ce qu'on appelle la transmission. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est comment est-ce que de mon expérience, qui est duale, mais dont aujourd'hui je fais une force, je peux transmettre quelque chose de plus qui permet à cette jeunesse-là, à ces pays-là, et dans les différentes activités dans lesquelles on peut être, d'accélérer, de se développer. Donc voilà, c'est trois fiertés, personnelles, d'être revenu sur le continent, professionnel, l'environnement dans lequel je travaille, et puis d'impact et d'action au sein des communautés avec lesquelles je travaille, notamment les employés de GVA au Rwanda. C'est intéressant ce que tu dis parce que quelque part, tu l'as dit toi-même, tu as une expérience duale, tu as été entre le continent donc, européen, le continent africain, avec plusieurs autour. Mais certainement que cette expérience-là, enfin, du moins la combinaison de toutes ces expériences, ont également amené des challenges,
des difficultés par moment ou peut-être même de manière plus continue. Est-ce que tu peux nous en parler? Du coup, tu as évoqué la jeunesse, tu as évoqué le passage à l'action, mais concrètement, quels sont je vois, les challenges que tu rencontres aussi pour aller au bout de ta mission? Yes. Sur les challenges, il y en a plusieurs, forcément. Quelques-uns que je pourrais prendre. Euh, Premier challenge, je pense pour moi, ça a été d'accepter que je suis 100% français et 100% rwandais. Pourquoi? Parce qu'en France, on me ramène souvent et toujours à mon origine. Ah, tu es français, mais tu viens d'où? Je viens de banlieue parisienne. Mais où? Donc on voit où on veut aller. Et de la même façon, en Afrique, quand tu dis je suis rwandais, il y a quelque chose d'autre. Et finalement, je suis convaincu que je ne suis pas 50-50. En fait, je suis 100-100. Et ça, c'est une force. C'est super intéressant. On passe par une réflexion qui est longue, hein, mais je suis entier dans les deux mondes, dans les deux environnements. Et ça, comment est-ce que je le transforme en force? C'est quelque chose qui est assez intéressant. Donc, je pense que ça, c'est un premier élément. Bon, la deuxième difficulté, c'est aussi travailler avec des personnes qui ont une culture, une expérience, une exposition qui est différente de la nôtre. Donc ça demande au final beaucoup d'humilité. Et malheureusement, c'est pas une vérité générale, mais dans la diaspora, dans les environnements que j'ai pu avoir, on a des personnes qui arrivent avec des idées préconçues, avec une posture aussi de, pas dominant, je sais pas si c'est le bon terme, en tout cas de donneur de leçons, qui très souvent ne passe pas. Donc on va se confronter, on va beaucoup être en conflit avec les personnes du pays dans lequel on est. Donc bon, ça c'est des choses sur lesquelles il faut s'approcher. Et puis, moi, je pense aussi que j'ai eu un travail aussi personnel. C'est-à-dire, dans tout ce retour-là, dans l'autre personne qu'on rencontre, en fait, il y a la rencontre avec soi-même. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que comment moi, je m'inscris aussi dans cette autre culture que j'ai, qui est dans mes veines, qui est sur ma couleur de peau aussi, qui est dans mes origines. Et donc, je pense que c'est vraiment, ouais, c'est quelque chose qui est dual. À la fois personnel, à la fois avec autrui, et à la fois comment on s'inscrit dans cette histoire-là. Donc, c'est quelque chose, un process sur lequel je continue à travailler. Et puis pour finir, moi aujourd'hui, je suis dans une entreprise qui recherche l'excellence. Donc c'est comment aussi en tant que manager, dirigeant d'une société, on apporte cette expertise-là qui est peut-être internationale, et comment on l'adapte sur le pays pour avoir les mêmes critères, normes qu'on peut trouver sûrement en France, ou en Belgique, aux États-Unis, notamment de tout ce qui va être lié aux télécommunications. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à le faire. Donc on arrive à le faire en fait avec des populations locales qui aujourd'hui aussi ont un niveau d'éducation, un niveau d'appréhension, approche, assimilation des différentes notions qui est très élevé. Et ça, je pense, c'est une fierté aussi de se dire, tiens, on a créé ça avec des Rwandais pour les Rwandais. C'est un peu foubou, hein? For us, by us. Bon, là, c'est pas by us, mais quand même, c'est for us et on a quand même une pierre. On participe. Ouais. Donc, je pense que c'est ça. Est-ce que tu t'es redécouvert justement en étant. Quand tu es. C'est intéressant ce volet. Tu es reparti, tu es 100% les deux nationalités. Est-ce que tu t'es redécouvert autrement? Si, complètement. L'un des éléments typiquement, moi qui m'a beaucoup caractérisé, j'ai eu la chance que des parents nous transmettent la langue nationale, la langue locale. Et au Rwanda, contrairement à un certain nombre de pays du continent, on a une seule langue, qui est le Kinyarwanda, qui est parlée par tout le monde. Et puis on a des langues coloniales, historiques, le français d'abord, l'anglais aujourd'hui, même une langue régionale, le swahili, qui fait partie des langues nationales. Mais ça, l'un des éléments que j'ai fait dès que je suis arrivé au Rwanda, c'est de prendre des cours de Kinyarwanda en fait. Donc j'avais un professeur. Je parlais très bien. Enfin, je parlais très bien. Je manquais en vocabulaire. Donc là, tu parles de redécouverte, c'est aussi, j'exagère, je sais pas, peut-être 150 ou 200 mots du quotidien, de tous les jours. Lorsqu'on a amené ensuite à faire des interventions à la télé, à la radio, ou même des discours pour les équipes dans la langue locale pendant 10, 20, 30 minutes, là, il y a besoin d'un. Donc c'est aussi c'est la même unité dont je parlais tout à l'heure, de se dire, tiens, j'ai peut-être besoin aussi de remonter en niveau sur cette maîtrise-là de la langue. Et à travers la langue aussi, redécouvrir la culture. Parce que je pense que la langue, l'oralité est très forte sur le continent africain, dit beaucoup de la culture, dit beaucoup du biocosme, la façon dont on parle, dont on s'exprime, dont on donne les idées. Le Kinyarwanda est une langue qui est très poétique, avec beaucoup de façons de dire les choses. Je peux dire je vais bien, alors que je te dis en fait que je vais mal. Et le mot que je vais utiliser, l'intonation, et donc ça, pour moi, ça a été quelque chose qui m'a aidé aussi à mieux comprendre
On peut dire, ah, les Rwandais sont comme ça, comme si. En fait, à travers la langue, on se dit, ah, bah tiens, je comprends pourquoi il y a cette approche-là. La valeur du temps. On prend le temps pour s'exprimer, on prend le temps pour découvrir. Et donc, dans la façon de faire les affaires, il y a aussi ce temps qu'il faut avoir. Et je pense qu'à travers les cours que j'ai pu prendre, c'est aussi rabibocher ou rapprocher de cette culture-là que je n'avais pas, forcément, puisque en parlant ou en maîtrisant la langue du Kinyarwanda en étant en France, en fait, je n'avais pas la même culture en frontal qui me permet aussi de mieux comprendre pourquoi on dit les choses d'une certaine façon. Euh, ouais, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, c'est peut-être ce rapport-là. Et puis, bon, j'ai eu la chance de retourner aussi en famille. Donc j'ai grandi la plupart enfin une grande partie de ma vie en France. Et mes enfants aujourd'hui grandissent une grande partie de leur vie au Rwanda. Donc ce métissage-là, géographique, culturel, c'est aussi une chance, je trouve, d'un point de vue personnel, de pouvoir leur transmettre ça ou de pouvoir leur faire en tout cas toucher un peu de ce qu'est le Rwanda, de ce qu'est cette culture-là, que les enfants aussi partagent. Quoi. En un mot, tu dirais que c'est un très bon point? Oui, vraiment. Complètement. Bon, ici, on est quand même. Enfin, je sais que tu es quelqu'un de très investi, très engagé et quelqu'un qui a beaucoup de conviction. Quelqu'un de conviction. Donc, je voudrais t'inviter à partager avec nous une citation ou un proverbe qui t'inspire quotidiennement et qui pourrait, pourquoi pas, inspirer ou un motto quand même. Et pourquoi Alors, moi, il y a vraiment un qui me parle beaucoup. C'est peut-être un proverbe qui est lié à. C'est pas, c'est une citation. Qui est liée à mon histoire personnelle et qui est aussi liée à la façon dont je vois le monde. Et justement, c'est soit le changement que tu veux voir dans le monde. Pourquoi? Parce que je pense aujourd'hui, on est beaucoup à être dans l'opposition, à être dans la frustration, à être dans ouais, revendicatif, mais comment est-ce qu'on passe en fait à l'action? Et pour moi, ça commence déjà au niveau personnel, c'est-à-dire que si je veux qu'il y ait la paix, si je veux qu'il y ait l'excellence, si je veux qu'il y ait l'entente, si je veux qu'il y ait même ce retour-là sur le continent, bah, qu'est-ce que je fais d'un point de vue personnel, moi-même déjà? Est-ce que je suis un vecteur de paix? Est-ce que je suis un vecteur d'une bonne image du continent africain? Est-ce que je suis un vecteur de l'excellence? Ensuite, dans mon premier cercle qui est ma famille, donc ça peut être la famille de sang ou la famille en Afrique, hein, les cousins, les cousines, les tatas, etc. Donc comment je suis avec eux? Est-ce que je suis représentatif de cette image-là? Et puis au sens large, dans le monde professionnel et dans l'engagement, qui peut être associatif, sportif, etc. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on est dans un moment historique où il faut être dans l'engagement. Il faut être dans l'action, il faut passer derrière la caméra, quitter le banc pour arriver sur le terrain. Et à ce moment-là, on va voir que c'est pas si facile que ça. Je pense que c'est un élément qui est assez intéressant. Et puis, on va aussi être cohérent, parce qu'il y a un manque de cohérence parfois que je vois entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on vit. Donc, c'est peut-être ça, ce proverbe-là que j'ai. Et ensuite, j'étais en train de parler de mon histoire personnelle, parce que j'essaie aussi de faire ou de vivre d'un point de vue professionnel et personnel les choses comme je voudrais faire ça. Donc, alors, il faudrait inviter mes équipes pour voir si j'incarne vraiment ce que je suis en train de dire. Mais c'est comment est-ce que je suis dans l'écoute, c'est comment est-ce que je suis dans la proximité, comment est-ce que je suis dans cette humilité aussi pour comprendre que l'autre a un cheminement qui est complètement différent du mien, que l'idéal que j'imagine, il a peut-être le même, mais c'est pas le même temps. Donc comment est-ce que je donne ce vecteur-là aussi, et d'accepter aussi la contradiction. Là, je vais passer sur complètement autre chose. Hein. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, on a des algorithmes qui me suggèrent des gens qui pensent de la même façon que moi. Et donc, finalement, on est dans un microcosme où je suis alimenté par les gens qui pensent la même chose, qui sont dans les mêmes oppositions. Ça ne permet pas d'avancer. Et je pense que ce proverbe dont je parlais, sur le changement que je veux avoir dans le monde, me pousse aussi à me dire comment je m'ouvre à l'autre pour comprendre dans quel environnement il est, dans quel cheminement mental il est, et me rapprocher de lui. Et après, trouver, tous des homo sapiens sapiens, je pense qu'on peut trouver des terrains d'entente pour construire un avenir commun et un avenir qui serait le meilleur possible. Et ça, c'est une approche que j'essaie d'avoir aussi personnellement. Et dans mon retour à l'Afrique,
et notamment au Rwanda, j'ai vraiment essayé de cultiver ça, peut-être parfois avec des échecs, mais c'est vraiment quelque chose qui m'anime, qui me parle et qui décrit, je pense, assez bien l'engagement que j'ai d'un point de vue personnel, professionnel et même au-delà. Je pense que ça va parler à beaucoup de points sur les réseaux sociaux, effectivement. C'est pas totalement déconnecté du sujet, hein. Oui, c'est Effectivement, ça, il y a- complètement. En quelques mots, comment tu définirais les facteurs qui t'ont poussé, qui t'ont conduit à en être où tu es aujourd'hui? Ah, En quelques mots. oui. Alors, peut-être 2 ou 3 facteurs. Je pense à l'héritage déjà. Souvent, on voit là où on est, on oublie ce par quoi on est passé. Donc, l'héritage familial, l'héritage, oui, la transmission, ça c'est un vrai, l'héritage, la transmission, des différentes personnes que j'ai pu rencontrer, notamment dans le cadre scolaire. J'ai une partie de ma vie où j'étais dans l'échec, on va dire, scolaire, très classique, et puis j'ai eu un basculement lors d'une des rencontres que j'ai fait quand j'étais entraîneur d'ailleurs. Je pense que c'est toutes ces personnes-là que j'ai rencontrées qui m'ont accompagné et qui, on parle de briques, qui ont mis une brique un peu à qui je suis aujourd'hui. Donc c'est peut-être ça. Le travail, parfois on oublie que rien n'est donné, à part si on est avec une cuillère en or dans la bouche. En fait, c'est quand même la plupart du temps beaucoup de travail. Donc je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est très curieux et qui est un peu die hard, qui n'est jamais tombé, et qui est dans cette poursuite-là d'un idéal peut-être personnel, mais que je veux aussi transmettre à d'autres personnes. Donc ces 2 éléments-là. Euh, Ouais, et puis après, je suis quelqu'un aussi très passionné. Je pense qu'on passe beaucoup de temps que ce soit là, on parle beaucoup du travail, mais ouais, du travail. Donc j'essaie aussi de mettre beaucoup de joie, de simplicité, de plaisir dans ce que je fais. Donc c'est peut-être ces 3 éléments-là, l'héritage, la transmission, le travail, et puis peut-être aussi la passion pour ah, la vie est courte ou est longue selon un nombre de jours que Dieu nous donne, mais je pense aussi que j'essaie d'en faire le mieux ou en tout cas un bon usage sur le temps imparti. Ouais. Sans transition, j'ai envie de te demander également, parce que tu résides désormais au Rwanda, tu travailles au Rwanda, tu es impliqué fortement dans tes activités là-bas. Donc tu es vraiment, tu as un front row sur tout ce qui se passe sur le continent, sur ce que tu voyages beaucoup. Oui, oui. Mais pour toi, selon toi, quels seraient les 3 ingrédients ou les 3 points qui manquent à l'Afrique aujourd'hui pour qu'elle ait davantage d'impact dans le monde, en fait, y compris par sa diaspora? On l'oublie parfois. Complètement, je pense qu'il y a un élément qui est lié à la confiance en soi. Il y a un élément qui est lié peut-être à une vision qui est trop auto-centrée, qui pourrait être régionale. Et puis le dernier, c'est surtout la jeunesse. Sur la confiance en soi, il y a des aspects historiques liés à la traite, liés à la colonisation, liés à la période aussi post-colonisation, qui pour moi s'est transmis, on parlait d'héritage de transmission tout à l'heure, de génération en génération. Donc on a une sorte de complexe. Et je pense que là, aujourd'hui, c'est le moment où l'Africain, ou en tout cas, enfin même pas que des Africains, parce que je pense qu'il y a beaucoup de peuples qui sont complexés, on doit se décomplexer. On doit savoir qu'on compte, on a notre place. Je parlais tout à l'heure de travail, d'excellence, c'est peut-être à travers ça qu'on peut s'élever. Donc déjà, c'est cette confiance en soi qu'on doit retrouver. Les Africains en Afrique, les Africains dans la diaspora, et puis tous ceux également qui veulent participer, parce que pas des Africains, il y a aussi d'autres personnes qui veulent participer à cette aventure-là. C'est le premier élément. Le deuxième, je vais commencer par la jeunesse. Parce que je prends un pays comme le Rwanda, 70% de la population a moins de 30 ans. Rwanda, on a peut-être un gouvernement qui aussi a des ministres et des députés jeunes. Je parle de jeunes sans citer de pays. Il n'y a aucun pays dans lequel. Voilà, certains vont s'en connaître. Mais je pense que c'est la place qu'on va donner à cette jeunesse-là. Pour qu'elle puisse marquer de son empreinte l'histoire à venir et très très vite de ces pays-là. Pour moi, il y a un certain nombre de domaines qu'on commence à voir. On a compagnie comme Safaricom au Kenya qui a créé le Mobile Money une vingtaine d'années, qui aujourd'hui est devenu copié d'ailleurs en France par Lydia et d'autres plateformes, paiement via téléphone mobile et autres. La musique,
que ce soit la musique nigériane, du Ghana, la musique congolaise, la rumba, l'amapiano sud-africain. Donc on voit que quand même le continent africain, à travers l'art, la culture, commence à gagner la place qu'il devrait avoir, qu'il aurait dû avoir. Et puis après, l'enchaînement dans les autres domaines. Aujourd'hui, dans l'entreprise pour laquelle je travaille, on est un accélérateur sur la digitalisation, sur le développement d'applications, d'applicatifs, que ce soit santé, éducation pour le continent africain, et qui fait que cette jeunesse-là, si on lui donne la place qu'on doit lui donner, en fait, va créer un boom. Le continent le plus jeune, avec la croissance le plus forte, d'ailleurs l'un des moins densément peuplés, qu'on ramène à la taille des différents pays. Donc moi, je suis très, très optimiste sur le futur de ce continent-là. Et le dernier élément, c'était le deuxième tout à l'heure, c'est la partie régionalisation. C'était plutôt comment est-ce qu'on unit nos forces. Aujourd'hui, c'est pas normal que lorsque je quitte Kigali pour aller à Douala, j'ai besoin d'un visa. Alors que quelqu'un qui va peut-être quitter Paris pour aller à Marrakech n'aura pas besoin de visa. Donc c'est comment est-ce que entre Africains, on crée nos opportunités interafricaines avec les populations dont on parle, les opportunités qu'il y a, que ce soit en ressources, que ce soit en technologie, etc. Et ça, malheureusement, on voit parfois trop peu, puisqu'on a toujours des conflits interpays. Alors, c'est pas qu'en Afrique aujourd'hui, hein, on a une année assez bizarre dans le monde entier. Mais voilà. Donc, pour moi, c'est plutôt ces trois éléments-là que je mettrai en avant. Mais la jeunesse, c'est cette force qui arrive, qui va être une chance ou qui va être un défi, d'un point de vue négatif au continent. C'est peut-être ça où on a besoin, où on doit mettre plus d'accent et d'action. Et la diaspora rwandaise, par exemple, de ton point de vue, comment tu Oui. la trouves dynamique? Je trouve qu'il y a beaucoup. Tu peux nous en parler un petit peu? Si tu en sais. Sur les diasporas, oui, oui. Donc, globalement, je pense que l'image du continent africain, je regarde quand je suis arrivé au Rwanda en 2013, j'avais des questions bizarres sur pourquoi tu vas là-bas, mais est-ce qu'il y a ça, est-ce qu'il y a ci, mais on se souvient qu'en 84. Donc, tu as, vraiment des choses, des images. Hein. Et je me souviens d'ailleurs, petite digression, je fais un peu de photographie avec l'un de mes amis français. On avait fait une plateforme, mais donc, on utilise toujours un Rwandalicious sur Instagram. On partageait des photos. Puisqu'on dit, en fait, l'imaginaire est créé parce que tu vois ou ce que tu vois pas. Et donc, c'est comment est-ce qu'on se réapproprie aussi cette narration, cette histoire-là, pour raconter en images, vidéos, photos. Et c'est un travail nécessaire que vous faites aussi avec ce podcast-là. Cette histoire-là qui nous appartient et qui a été dit ou qui est dite encore de temps en temps aujourd'hui par d'autres personnes. Donc, je pense qu'il y a cet élément-là de la diaspora qu'on retrouve en Afrique, mais en particulier sur le Rwanda. Ensuite, il y a beaucoup de retours. Forcément, bon, le transport, la mondialisation fait que les gens reviennent un peu plus au bled, en vacances, pour y habiter, pour y travailler, etc., etc. Et au Rwanda, on a eu beaucoup de personnes qui sont venues dans ce cadre-là, qui disent tiens, c'est pas mal, et qui s'installent pour 1 an, 2 ans. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette liberté aussi de partir et de revenir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis du continent de différents pays qui s'installent au Sénégal, qui s'installent en Côte d'Ivoire, qui s'installent au Bénin, qui s'installent au Rwanda, et pas forcément que des nationaux. Et ça, c'est ce qu'on appelle les repatres. Donc, ça, pour moi, c'est cette dynamique-là où on arrive à se détacher de sa propre culture pour se dire, en fait, j'appartiens à un ailleurs, tu vois, et comment est-ce que je l'embrasse. Et pour les Rwandais, je pense qu'il y a une fierté aussi qui a été retrouvée après la tragédie du génocide de 94 sur le Rwanda. Aujourd'hui, on a un autre narratif, un pays qui se développe, qui est porté vers le tourisme, porté vers la technologie, avec beaucoup d'opportunités. Et justement, pour moi, ce qui est intéressant, c'est cette jeunesse-là qui a eu ce rapport-là avec l'ailleurs, l'Occident, et qui revient en fait pour mettre sa pierre à l'édifice. De sa façon aussi, avec des réussites, avec des échecs. Et donc, moi, j'ai plutôt autour de moi tous ceux qui rentrent, certains c'est 5, 6, 7 ans, et la plupart ont réussi, ou en tout cas sont heureux dans ce qu'ils sont en train de faire. Donc les retours sont bons, globalement, quand même. Les retours sont bons. Après, il y a une réalité aussi qui existe. Bien sûr, comme partout. On a souvent le complexe du... Alors, on appelle ça white savior, tu vois, où on se dit, tiens, j'arrive, je vais révolutionner, on va tout changer, ça va être mieux. En fait, non, les gens ne t'ont pas attendu, de un, ils sont sur une autre dynamique, je parlais tout à l'heure du vecteur de temps, et puis l'approche que tu vas avoir va ou bien créer du lien, ou bien délier les liens qui auraient pu être créés.
Donc je pense que ça force aussi le respect. Euh, et sur un pays comme le Rwanda, on n'arrive pas avec ses bons sabots, mais avec ses souliers, et qu'on essaie de voir quelles sont les dynamiques qui existent déjà et comment je m'inscris. Et quand on s'inscrit dans une bonne dynamique, on est bienvenu. Qu'on soit d'ailleurs africain de la diaspora, blanc, noir, je ne sais pas quelle couleur ou quelles origines. Par contre, c'est l'approche avec laquelle on va venir. Et après, il y a des défis, lui, liés aux différences culturelles, aux environnements géographiques dans lesquels on est, au niveau de vie qui peut être différent selon les pays dans lesquels on veut s'inscrire. Moi, ce que je trouve positif, c'est qu'aujourd'hui, on passe de presque rien à beaucoup. Et ça, c'est enthousiasmant de se dire qu'il y a énormément de choses qui sont en train de se passer et que je peux faire partie de cette aventure-là. J'ai j'ai une amie qui se reconnaîtra, Lulu, qui est nigériane, française, chef, qui a vécu pendant de longues années en France et en Allemagne, à Berlin, et qui est aujourd'hui installée au Rwanda, pour vous dire, hein, elle appartient à tout et rien du tout, et qui a lancé son entreprise de cookies. Il vient de démarrer, et franchement, ça, c'est des histoires où on se dit, voilà, ce qui me fait rêver, ce qui me fait kiffer dans la vie, en fait, je peux le faire en France, je peux le faire en Allemagne, mais je peux aussi le faire au Rwanda, en étant nigérian, en étant double, triple, quadruple culture. Et ça, je pense que c'est cette chance-là qu'on aura aussi notre continent. Voilà. Donc, je suis très positif. Il y a aussi plein de choses négatives, mais je me dis non, aujourd'hui, là, on est là pour que. Pour donner envie, et je pense que c'est des belles histoires aussi qui méritent d'être racontées et qui vont créer ce narratif. Moi, je reviens encore une fois sur le narratif. Euh, quand on regarde un pays comme les États-Unis, on a été baigné dedans. On a un narratif musical, film, etc. et autres, qui est aussi très loin d'une autre réalité qu'on ne voit pas. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique aussi, on doit se réapproprier cette histoire-là pour, voilà, pour redorer l'image et à travers ça aussi élever. Donner envie. Ouais, complètement, complètement. C'est bon terme. Alors, notre dernier invité t'a adressé une question, sans savoir que ce serait toi. Donc, merci à lui ou à elle. Alors, quelle est la blessure personnelle que tu as pu transformer en force pour pouvoir évoluer, pour pouvoir te construire dans ta vie? C'est une bonne question. Hein. Est-ce que c'est pas lié à ça, à la culture dont vous parlez tout à l'heure? Je pense que euh, les Africains, les Rwandais qui ont grandi à l'étranger, à un moment, en fait, on a été déracinés. Et déracinés d'un point de vue végétal. Hein. On a été retirés de notre terre et plantés ou replantés ailleurs. Des fois, pour ceux qui aiment bien euh, jardinage ou autre, hein, des fois, on fait une pique, ça marche pas. Et je pense que dans ma vie, consciemment ou inconsciemment, j'ai toujours été renvoyé vers cet ailleurs-là. Et d'ailleurs, les gens ne font pas forcément méchamment. C'est juste vraiment peut-être de la maladresse, ou peut-être purement pour savoir d'où on vient. Donc, ce truc-là où on se dit, tiens, je suis ici, mais est-ce que je suis vraiment d'ici? Je me sens d'ici, mais tiens, de temps en temps, on me renvoie à quelque chose d'autre. Et puis, le fait de revenir au Rwanda, où là, je reviens sur la terre mère, et où là aussi, on sent qu'on est un peu d'ailleurs, puisqu'on a grandi, vécu, et est exposé à autre chose. Et peut-être que moi, c'est cette réconciliation que j'ai aujourd'hui, ou en tout cas, le moment que je ressens, euh, qui fait que de cette blessure que j'aurais pu avoir ou que j'ai eu à un moment, ça devient une super force. Parce que je peux être Rwandais au Rwanda, Français en France, Ivoirien en Côte d'Ivoire, Mauritanien en Mauritanie, parce que j'ai la chance d'être exposé à ces différents environnements-là, avoir peut-être ce recul-là sur ce qui peut être la différence culturelle, ce qui peut être ce qui fait l'autre. C'est peut-être ça, je pense. Une de mes blessures qui aujourd'hui est plutôt une force, une chance. Et puis c'est aussi linguistique, le fait de pouvoir parler français, anglais, kinyarwanda, d'avoir une culture aussi swahili de l'Afrique de l'Est. Ouais, c'est peut-être ça. Citoyen du monde. Citoyen du monde.
du Rwanda, de Paris, du monde. Ouais, peut-être ça. Super. Et du coup, à ton tour, quelle est la question que tu voudrais laisser là, à l'instant, notre prochain bâtisseur sans savoir. Alors, peut-être une question que je me pose de temps en temps, c'est quel est le meilleur conseil ou le conseil qui se serait donné à 10 ans? À 10 ans. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Ok, d'accord. Aujourd'hui, en 2025, en Ouais. 2015, Ouais. tu te regardes là dans une mémoire, qu'est-ce que tu dis Ouais. qu'est-ce que tu changes peut-être? Ouais. Ouais, c'est peut-être cette question-là. Petit bonus, si tu avais une minute pour nous vendre le Rwanda, là, pour détendre un peu tout ça, tu nous dirais quoi? Le Rwanda, pays des mille Tu peux pays dire le Rwanda. Hein. et des mille opportunités. Non, je peux aussi faire un Rwanda, mais peut-être. Bah, tu peux mixer, hein. Je vais faire je finirai en Rwanda. Non, non, c'est un pays qui est assez extraordinaire. Euh, par sa diversité, déjà. On est sur un petit territoire, hein, autour de 26 000 km², mais on a 4 environnements complètement différents. Si on y va ou on veut y aller pour les vacances ou autre. Le nord, la chaîne des volcans, avec le plus haut mont qui culmine à 4500 mètres, super végétation, on a des buffles, des éléphants de la forêt, et puis les fameux gorilles des montagnes. On a l'est du pays, lac Kivu, une station balnéaire, un lac à perte de vue. Il fait très beau, très bon. On a le sud avec une super forêt équatoriale, la forêt de Nyungwe. Pour ceux qui aiment les balades, observer les oiseaux, se réveiller avec une petite brume et l'odeur des eucalyptus magnifique. Et puis l'est du pays qui est frontalier avec la Tanzanie. Là, on est au niveau de tout ce qui peut ressembler à la savane qu'on trouve au Kenya, en Tanzanie, en parc national magnifique, avec les Big Five, éléphants et autres zèbres, les girafes. Et puis Kigali, la capitale, qui est en plein boom, avec une vie culturelle, dire qui se réveille, qui est éveillée, même pas réveillée, qui est éveillée, une vie entrepreneuriale. Et puis derrière tout ça, une jeunesse qui croit, après avoir traversé le génocide dont je parlais tout à l'heure, à un navire commun retrouvé, à un pays dont on est fier. Et grâce à cette fierté-là, qui s'ouvre au monde. Et c'est un pays où on voit un peu le visite Rwanda, peut-être sur les maillots de certaines équipes de football et autres. C'est un pays qui veut aussi devenir un pays d'accueil. Alors qu'à un moment, c'était un pays plutôt d'immigration ou d'immigration de personnes qui le quittaient. Donc c'est peut-être ça. Abashaka gusura u Rwanda, ikaze. Voilà. Super, mais ton mot de fin, alors que tu as peut-être déjà commencé à nous dire, mais je te laisse en. Moi, c'est plutôt de la reconnaissance Ouais. pour le travail nécessaire que vous faites. C'est courageux parce que vous prenez votre temps. Le temps, on sait que c'est une valeur qui est assez précieuse. Pour donner de la place, pour donner une plateforme qui va peut-être pour une, deux personnes, 10 personnes, 100 personnes, éveiller de la curiosité, donner envie, montrer un peu de cet ailleurs-là, et puis créer cette narration, je pense, qui est nécessaire. Donc c'est peut-être un merci et un courage à vous, continuez comme ça. Et puis merci pour tous ceux qui nous ont écoutés pendant cette petite interview. Merci beaucoup, un grand merci. Merci. Pour cet échange qui était plus qu'intéressant. Merci. Dynamique, vif, à ton image, j'ai envie de dire, engagé. Pour ton temps aussi, et pour la qualité de notre échange, ce que tu as bien voulu nous partager, les clés que tu as bien voulu nous donner pour le continent, pour sa diaspora. Merci beaucoup. Et au nom de tous les membres de Mesaka, je veux exprimer toute ma reconnaissance aussi. Voilà, avec toi. Merci pour ceux qui se sont impliqués évidemment dans ce tournage et à tous ceux qui vont suivre ce podcast sur nos différents canaux. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différentes plateformes et réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Spotify, TikTok, Action_Mesaka et à vous abonner bien sûr. Merci encore Aimé. Merci. Et à bientôt. Merci. Au revoir. Merci.